L'air du temps, dimanche 15 août, Alassane Samba Diop reçoit Serigne Momar Sarr, enseignant-chercheur, sociologue et politiste, ainsi que Pape Sadio Thiam, enseignant-chercheur et journaliste. Au centre des discussions, les jeux d'alliance de l'opposition et du pouvoir en direction des élections territoriales. Quelle lecture peut-on faire de toutes ces dynamiques? Les tentatives de réécriture de l'histoire, l'exemple de l'île de Gorée, l'insécurité et les attaques à la frontière du Sénégal avec le Mali sont entre autres les sujets qui seront passés au peigne fin. Dimanche 15 août, jour de l'Assomption, l'air du temps vous aide à mieux comprendre les dessous de l'information. Dimanche 15 août 2021, merci d'être à l'écoute de l'air du temps. Nous souhaitons une bonne fête d'Ascension à tous les chrétiens du monde, surtout ceux du Sénégal. Merci d'être à l'écoute de votre émission L'air du temps qui reçoit aujourd'hui Serigne Momar Sarr. Serigne Momar Sarr est enseignant-chercheur à l'université de Dakar, sociologue politiste. Et ensuite, nous attendons dans une minute à l'autre Pape Sadio Thiam, qui est journaliste, enseignant-chercheur aussi. Et il donne des cours à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, depuis quelque temps, c'est le bouillonnement dans le landerneau politique sénégalais. L'opposition et les pouvoirs sont tous en quête d'alliance pour les prochaines locales. Les prochaines locales qui sont considérées par certains comme étant des primaires concernant la présidentielle de 2024. Pape Momar Sarr, c'est jour d'alliance que l'on voit entre pouvoir et opposition. La fois dernière, c'est Ousmane Sonko qui a réuni une coalition autour de sa personne pour aller à l'assaut des locales, en disant que les locales préfigurent les prochaines élections, la prochaine élection présidentielle. Quelle lecture peut-on faire de ces alliances dans l'opposition aujourd'hui? Bonjour Alassane, merci pour cette invitation. Et c'est l'occasion pour moi aussi de présenter mes condoléances au défunt Khalif que l'on a connu ces derniers jours, une grosse perte, et aussi aux familles qui ne cessent de perdre des proches, et cela est extrêmement douloureux dans ce contexte de pandémie. Juste rectifier, je suis de l'université Assane Seck de Ziguinchor, et non pas tout de à fait. l'université Tout à fait. D'accord, merci. Les jeux d'alliance en politique sont connus. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. C'est même une constante au niveau du système politique sénégalais depuis des années, depuis la période post-indépendance. Ce que l'on remarque peut-être, c'est que ça s'accélère au rythme d'un pas qui est effréné et endiablé même lorsqu'on est en prélude d'élection. Et c'est là où c'est intéressant de fixer le regard, d'autant plus qu'il y a plusieurs composantes qui s'y risquent et avec des idéologies différentes. Et il est extrêmement important de voir quelle est la logique qui sous-tend ces alliances-là. Le plus souvent, c'est des logiques quand même qui sont guidées par un jeu d'intérêt et motivées notamment par un calcul coût-avantage. Il est risqué d'aller seul, le financement peut faire défaut, ou bien l'insuccès qu'on pourrait y avoir pourrait avoir un revers pour la suite de certaines carrières politiques. Et donc, des leaders affichés ne se risqueraient pas à aller seuls à ces élections-là. Et dans ces jeux d'alliance, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'il y a des marchandages qui se font entre partis politiques par rapport à telle gestion d'une localité? Si je gagne ici, je donne telle mairie, telle autre. Comment ça se passe au fond? Bon, comment ça se passe? Il faut voir ce que les logiques qu'il y a au sein des partis politiques, mais de ce que l'on en sait, c'est des tractations d'abord pour voir quel est le leader qui est positionné, qui a plus de chances de passer au niveau de sa localité, mais il lui manque peut-être quelque chose. Et c'est d'autant plus visible qu'il y a un parti au pouvoir en place et qu'il y a aussi une forte coalition. Et il faut aussi avoir une coalition qui pourrait le mettre en ballottage et pouvoir avoir des voix qui puissent profiter à un parti ou à un autre. Mais ce qui se passe, c'est qu'un parti est aidé par d'autres dans la même mouvance, que ce soit au niveau de la majorité comme au niveau de l'opposition, pour avoir plus de voix. Et là aussi, c'est des négociations. Les listes, pour ce qui concerne les élections locales, jusqu'à la dernière minute, les acteurs ils sont en train de mettre un nom, d'enlever un autre, etc. C'est vous montrer comment aussi c'est compliqué, que certains acceptent d'être derrière d'autres. Et cela aussi est autant visible au niveau du parti au pouvoir qu'au niveau de l'opposition. L'opposition réunie dans une grande coalition. Est-ce que la nouvelle configuration par rapport au choix du maire qui fait qu'aujourd'hui que le maire n'est plus choisi par
le conseil municipal, c'est quelqu'un qui gagne, qui devient le maire. Est-ce que ça ne rend pas l'élection beaucoup plus hardie dans les localités où certaines personnalités très fortes peuvent aller réclamer la mairie sans passer par des partis politiques? Mais c'est tout ce que l'on demandait. Tout ce que l'on demandait par rapport à un idéal citoyen qui fait que le maire est directement choisi par la population, une sorte de suffrage universel et qui ne passe plus par les partis politiques. Mais cette ambition affichée, il faut la saluer, mais aussi il faut reconnaître que toujours au sein des partis, il y a des personnalités qui vont être proposées et qui ne soient pas en tout cas l'assentiment de la population au départ. C'est pourquoi on va entendre du côté de la majorité présidentielle qu'il faut attendre que le président de la République lui-même, chef de parti, se prononce pour certaines localités. Mais ce qu'il y a à voir, c'est qu'il faut une poussée supplémentaire de la part des citoyens pour exiger que ceux-là qui doivent être élus au niveau local reflètent fondamentalement des gens qui vivent au niveau de ces territoires-là et qui entretiennent une certaine dynamique avec la population qui y réside. Et cela n'est pas difficile, puisque la population peut se prévaloir d'un vote sanction de certains candidats qui seraient parachutés. Et ça va éviter aussi d'avoir des maires qui ne résident pas au niveau de ces localités-là, qui n'y habitent pas donc fondamentalement, mais qui sont là-bas pour les besoins d'une élection ou bien de la gestion de la mairie et qui sont peut-être ailleurs, notamment à Dakar. Ça renforce une sorte de contrôle citoyen sur cette personne-là qui est élue. Et d'autant plus qu'une élection locale, c'est une élection qui met en jeu une personne qui doit être fortement impliquée dans les affaires de sa commune. Mais est-ce que ça ne peut pas créer des difficultés pour justement certaines personnalités dans certaines localités, compte tenu d'aujourd'hui que les gens qui vont choisir ceux qui vont les représenter seront beaucoup plus libres par rapport aux partis constitués? Est-ce que les partis aussi ne peuvent pas créer des problèmes à ces candidats indépendants en se coalisant, en les refusant qu'ils puissent accéder au pouvoir des mairies? C'est tout à fait possible. Mais c'est pourquoi il est intéressant en politique d'avoir une légitimité. Une légitimité qui fait que la personne peut passer par ce qu'elle représente déjà par rapport à son vécu au sein du parti. Mais cela révèle aussi que les partis ont une forte emprise sur leurs membres, leurs militants. Et donc qui fait qu'il n'y a pas une totale liberté ou une certaine démocratie au sein des partis, d'autant plus que même si on ouvre le jeu, on a tendance à fermer d'une autre manière en disant que c'est telle personne qui sera proposée. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un élan qui fait que le citoyen est inclus dans le dispositif, mais il y a un autre élan qui le surplombe et qui encastre le jeu politique, qui est toujours détenu par les partis politiques. Et c'est là une infirmité de notre démocratie. Cette toute puissance des partis politiques sur le choix individuel et des choix qui doivent être guidés depuis le niveau le plus bas et donc qui doivent faire prévaloir la légitimité des candidats et non pas une démarche qui vient d'en haut qui fait que c'est la toute-puissance du parti qui parachute un candidat. Pape Sadio Thiam, merci de nous rejoindre. Les jeux d'alliance aujourd'hui dans le pouvoir de l'opposition, on a vu récemment Ousmane Sonko réunir certains partis politiques en disant qu'il va aller en coalition, qu'il va se battre pour qu'il y ait une coalition de l'opposition. De l'autre côté, il y a Beno Bokayakar qui fait face, qui est aussi en train de faire des jeux d'alliance. À quoi ça peut arriver? À quoi ça peut donner? Je vous remercie, Alassane, et je m'excuse un peu du retard. Dû à des impondérables. La pluie, oui. Voilà. Moi, je pense que, je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit que les coalitions sont une sorte, excusez-moi le terme, une escroquerie du jeu politique sénégalais. C'est une sorte d'escroquerie. Sans programme, sans rien du tout. Parce que les coalitions n'offrent pas de réelles perspectives, ni également l'état des rapports de force au sein de la classe politique, mais les coalitions approvissent un peu aussi le débat politique. En quoi faisant? Les coalitions non seulement appauvrissent le débat politique, mais également les coalitions n'offrent pas de perspective en termes de rapport de force, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également il y a un autre fait, les coalitions vident le processus électoral de sa véritable substance. Ça va vider le processus. Parce qu'elles empêchent la compétition saine, c'est ça? Il n'y a pas de compétition. Et même à l'intérieur des coalitions, il n'y a pas de débat. Donc moi je pense que c'est une forme d'escroquerie, comme l'a dit tout à l'heure mon co-débatteur, donc c'est une infirmité de notre démocratie. Je pense qu'il est urgent aujourd'hui de mettre en place une autorité de la démocratie pour pouvoir veiller sur les mécanismes de d'évolution, mais également sur les mécanismes de fonctionnement des coalitions et également des partis politiques. Cette année-ci, moi je pense qu'avec l'émergence d'une nouvelle conscience citoyenne, on va vers une inflation des candidatures indépendantes. Pourquoi?
Mais parce que, tout simplement, il y a ce qu'on appelle une désertion des partis politiques. Les Sénégalais, de plus en plus, désertent les partis politiques. Cela est dû, et je pense que là, les chercheurs en sciences politiques doivent investir ces pistes-là. C'est une piste prometteuse. Hein. Pourquoi les gens quittent Pourquoi les partis Sénégalais politiques? ne vont plus dans les partis politiques? Il y a une désertion des Sénégalais, des partis politiques, mais également il y a un désaveu, une sorte de défiance vis-à-vis des organisations politiques. C'est peut-être les chercheurs en politique pour... Cela dit à quoi? À des promesses non tenues, au fait que les gens pensent que les partis politiques aujourd'hui, il n'y a plus de substance, il n'y a plus d'école de partis, il n'y a plus de débat démocratique au sein des partis. Et chacun cherche à se positionner, à avoir quelque chose. Vous savez, quelqu'un comme Benjamin Constant, qui fait partie de ceux qui ont défini la notion de parti politique, assigné aux partis politiques, par exemple, principalement la mission d'informer, la mission de former, mais également la mission d'encadrer les militants. Mais c'est parce que les partis ont dévié leur trajectoire historique, leur trajectoire initiale. Ces trois missions ne fonctionnent plus, ne sont plus de mise. Les partis politiques sont devenus des instruments pour aller à la conquête du pouvoir et également pour quoi faire et comment faire pour capter les ressources de l'État. Et je pense que c'est ce qui explique de plus en plus que les citoyens préfèrent ne pas aller dans les partis politiques. Mais comme il a dit Momar Sarr tout à l'heure, est-ce que ces citoyens-là ne risquent pas d'avoir des problèmes? Parce qu'il y a une sorte de coalition entre guillemets entre les partis politiques pour exclure les indépendants, pour qu'ils ne puissent pas être dans le jeu démocratique. Je n'ai pas compris. On a l'impression qu'il y a une coalition entre les coalitions et les partis politiques pour exclure les indépendants pour qu'ils ne puissent pas être dans le jeu démocratique. Absolument. Moi, je pense que il y a un sorte d'entente. Il y a un corset politique, une entente tacite entre les partis politiques pour empêcher les candidats indépendants de pouvoir aller conquérir, chercher les suffrages des Sénégalais. Mais je pense que c'est inévitable. C'est inévitable. Parce que, Alassane, les gens allaient dans les partis politiques, c'était pour trouver des espaces d'expression. Mais avec l'arrivée et l'émergence des réseaux sociaux, ces considérations ne sont plus de mise. Les réseaux sociaux offrent plus ce que les gens avaient dans les partis politiques. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers une inflation de candidatures. Mais si et seulement si, les coalitions, mais également et les partis politiques acceptent les candidatures indépendantes. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu de ces prochaines élections. Justement, est-ce que les réseaux sociaux peuvent être aujourd'hui un danger pour les partis politiques constitués en permettant à des citoyens d'avoir aussi de l'espace, comme tout le monde, d'expression? Les réseaux sociaux, on les évoque à chaque fois quand on parle du champ politique, mais il faut savoir que c'est un espace numérique où le vote ne se déroule pas. Donc, quels que soient les débats qu'il y a, c'est extrêmement important pour influencer le citoyen et c'est un cadre d'expression qui est totalement libre. Mais la finalité sera toujours au niveau de l'urne. Et on se rend bien compte que si on prend un exemple concret, comment la majorité présidentielle a gagné les dernières élections, quelle que soit la dynamique qu'il y a au niveau des réseaux sociaux, on se rend compte toujours qu'au niveau des urnes, c'est le parti au pouvoir qui l'emporte. Parce qu'il y a des logiques qui sont derrière. Et ces logiques-là sont simples. Qui s'exprime au niveau des réseaux sociaux et avec quelle représentativité au niveau des localités? Et comment la majorité présidentielle, tout comme les autres partis politiques tentent de le faire, infiltre les collectivités pour avoir des voix. Et cela marche plutôt bien. Donc, c'est très bien que les partis politiques soient mis à rude épreuve par rapport à leur idéal d'antan qu'ils n'atteignent plus. Mais c'est aussi une toute autre réalité qui fait que ce champ-là des réseaux sociaux ne permet pas d'avoir un impact vraiment réel pour changer la donne. Si c'était le cas, on a vu beaucoup de gens qui sont populaires au niveau des réseaux sociaux déclarer prématurément, certes, leur candidature pour les élections locales, mais je doute qu'il y ait cette même représentativité au niveau de la collectivité. Justement, c'est ça le gros débat aujourd'hui. Moi, je pense que peut-être il faut préciser. Est-ce qu'il n'y a pas l'enjeu des primo-votants qu'il faut qu'aujourd'hui, que le parti au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, qui n'arrivent pas à faire inscrire leurs militants, il n'y aura pas d'impact dans les urnes? Absolument, absolument. Mais je voudrais peut-être revenir un peu sur cet aspect de la question. Il me semble que, par exemple, les réseaux sociaux sont surcotés. Les réseaux sont surcotés du point de vue de l'engouement, du point de vue de la mobilisation et tout. Mais je dis que les réseaux sociaux ont beaucoup contribué à la désertion des partis politiques. Oui. C'est-à-dire que les gens, de moins en moins, vont dans les partis ailleurs. Et j'avais précisé tout dans l'expression.
C'est vraiment des cadres d'expression, c'est des espaces de délibération citoyenne qui permettent aux gens de s'exprimer. Mais du point de vue de la mobilisation, du point de vue de l'organisation politique, du point de vue de l'ingénierie, les réseaux sociaux sont extrêmement limités et n'offrent pas de perspective politique. Je pense que sur ce point-là, nous sommes d'accord que la plupart des gens qui étaient populaires sur les réseaux sociaux, une fois aux élections, se retrouvaient avec des scores confidentiels à la limite. Parce qu'il y a un système qui est là, qui est mis en place. Parce qu'il y a un système qui est bien organisé et qui est huilé, et qui fait que traditionnellement, les partis politiques sont sur le terrain, détiennent d'abord les cordons de la bourse, ce qui est important dans l'espace politique sénégalais. Il faut détenir les cordons de la bourse qui sont traditionnellement bien installés dans les coins les plus reculés du Sénégal. Vous n'irez pas dans un coin du Sénégal où vous ne trouverez pas un militant du Parti socialiste ou bien un militant du Parti. Et c'est différent d'un candidat ou bien d'une personnalité de la société civile qui est présente dans les réseaux sociaux, qui est bien coté, qui a de l'aura. Mais une fois aux élections, on se rend compte que c'est un score à la limite confidentiel qu'il a. Bon, je pense que les réseaux sociaux, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des espaces de délibération citoyenne qui sont surcotés. Mais la vérité, c'est au niveau des urnes. Et les urnes ont montré aujourd'hui, lors des dernières élections, que traditionnellement, ce sont les partis politiques qui l'emportent. Mais est-ce qu'il faut mettre en place un observatoire pour respecter les règles démocratiques, pour que réellement ce qui se reflète dans le cœur des Sénégalais soit exprimé dans les urnes? Alassane, merci pour la question, mais mettre un observatoire, j'ai entendu même certains candidats de l'opposition parler d'une haute autorité de la démocratie, vous l'avez dit dans votre propos liminaire. Mais cet observatoire va être dirigé par qui? Il me semble que dans ce pays aussi, on fait trop dans l'inflation institutionnelle. Et cette inflation institutionnelle-là ne milite pas pour une ingénierie institutionnelle. On aura beau créer cet observatoire-là, qui est-ce qui va le diriger et par rapport à quelles normes? Et déjà, le jeu d'acteurs, est-ce qu'il y aura des accords? On a vu un dialogue politique passer. Est-ce qu'il y a des consensus forts qui permettent de progresser comme on en a connu en 92 par exemple? Je doute que non. Il y a aussi des instances démocratiques qui existent sous forme d'institutions actuellement, mais qui ne permettent pas ces voies-là. Créer d'autres observatoires, un autre observatoire créerait plus de problèmes que de solutions que cela est censé apporter. Ce qu'il faut, c'est une volonté politique de la part de la majorité présidentielle qui détient le jeu. Ça, c'est un fait. Et il détient le jeu à partir des pouvoirs exorbitants du président de la République. On ne cessera jamais de le dire, de cet hyper-présidentialisme-là. Et à travers le ministère de l'Intérieur qui est toujours controversé. Moi, je pense que ces espaces-là existent déjà. Il suffit qu'il y ait une volonté réelle de démocratie pour que les choses se passent bien. Mais le dialogue politique était censé justement réguler le jeu. Non, le dialogue politique, je m'étais prononcé sur ça en 2019 dans les ondes d'une autre radio. C'était un dialogue qui a été piloté depuis le départ. Là même, le dialogue n'avait pas eu lieu quand je faisais cette analyse-là, que c'était une manière pour le parti au pouvoir qui venait de gagner les élections, et on savait dans quel climat, gagner des élections sans pour autant être félicité. Le climat était crispé, il fallait décrisper ce climat-là. Et aussi sous prétexte de mettre sur la table certaines décisions comme des coalitions nouvelles, pour ne pas dire des alliances, comme c'est l'objet de la discussion, qui permettent de légitimer un peu des décisions qui vont venir après les élections là. Mais ce qu'on s'est rendu compte, comme l'a bien dit Pape Sadio Thiam, que c'est un jeu qui est toujours confisqué par les partis politiques. Et il y a, je suis totalement d'accord sur cet aspect-là, une sorte d'entente tacite entre les partis politiques, que ce soit de l'opposition comme de la majorité. Comme quoi, il faut maîtriser le jeu. Maintenant, entre eux, ils vont voir comment ça va se passer, mais il ne faudra pas ouvrir le champ à d'autres personnes. Ce dialogue-là ne devait pas être l'affaire que des politiques, mais ça devait être l'affaire de tout le monde. Et même si la société civile a été dans le processus, il s'agit de quelle société civile et qui est représentative de qui ou de quoi. Là aussi, c'est un problème. Les personnes qui représentent les citoyens qui ne sont pas politiques et qui sont intéressés naturellement par la politique. Et c'est aussi... Donc c'est un jeu politique où les citoyens sont exclus. Il y a des gens qui sont organisés en organisation qui ont capturé la démocratie. Absolument. Et ça montre également l'hyperprésidentialisme qu'on a constaté et qui fait qu'aujourd'hui le président de la République est le maître du jeu. C'est lui qui organise le dialogue politique, qui fixe les règles du jeu. En sorte, c'est le maître du jeu politique.
Je pense que c'est une des tares de notre démocratie, mais également les limites de notre système politique, qui fait que le président de la République, c'est l'homme à tout faire du régime, mais également c'est quelqu'un qui fixe les règles du jeu. Moi, j'ai toujours dit que ce dialogue politique était destiné peut-être à calmer le jeu. Momar Sarr l'a dit tout à l'heure, M. Sarr, nous venions de sortir d'une élection très controversée, du point de vue de l'organisation, du point de vue des règles de jeu à respecter. Donc il fallait calmer le jeu, mais également il fallait laisser dérouler ce dialogue politique afin vraiment d'intégrer des éléments peut-être qui étaient en train de négocier avec le pouvoir. Mais à l'arrivée, on s'est rendu compte que presque la majeure partie de ceux qui participaient au dialogue politique sont allés rejoindre le pouvoir. C'est vraiment une logique qui, dès le début, a été suspectée, mais cette logique a été respectée. Donc moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'abord de travailler dans l'hypothèse, bien dans la perspective de réglementer le jeu politique, qu'il y ait moins de pouvoir du côté du président de la République, mais également que ce dernier sache qu'il a été élu, mais également lorsqu'il doit jouer le jeu démocratique. Jouer le jeu démocratique, c'est de permettre aux acteurs de s'exprimer, c'est de permettre aux institutions également de fonctionner normalement. Et je pense sur ce plan-là, le Sénégal est... Est-ce qu'au fond, puisque ce sont les hommes qui animent les institutions, est-ce qu'au fond, le comportement sur le plan politique, il ne faut pas aller beaucoup plus loin en profondeur dans la société sénégalaise, dans la façon de fonctionner, dans nos maisons à nous-mêmes. Dans nos maisons à nous-mêmes, est-ce que nous, on se comporte de façon démocratique en gérant les maisons? Et c'est nous-mêmes qui sommes dans ces sphères-là qui font qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce qu'il n'y a pas une truc sociologique qu'il faut voir? Non, nous ne sommes pas des démocrates dans l'âme. Nous voulons des régimes démocratiques. Nous voulons un système démocratique. Nous voulons que nos institutions fonctionnent démocratiquement. Mais nous n'avons pas de comportement d'un démocrate. C'est dû à quoi, tout ça? C'est une sociologie sénégalaise. Peut-être, lui, il est sociologue, il pourrait nous en dire plus. Mais, Alassane, on s'est rendu compte que toutes les actions, toutes les initiatives initiées autour des partis politiques tournent essentiellement autour du partage du pouvoir. Toutes les initiatives, que ce soit le dialogue politique, que ce soit les rencontres entre les partis politiques, tout tourne autour de comment faire pour aujourd'hui capter et démystifier les ressources du pouvoir. C'est inquiétant. C'est ce qui peut expliquer pourquoi les Sénégalais de plus en plus vont dans les partis politiques. Il y a une défiance vis-à-vis des politiques, mais un désaveu également de nos institutions. Et c'est inquiétant à ce niveau-là. Mais pourquoi, Momar, aujourd'hui, on a du mal, quand on est dans l'opposition, on est le plus grand démocrate? Dès qu'on arrive au pouvoir, on change de la façon de faire et de se comporter. Est-ce que ce n'est pas plus profond que ça? Est-ce que ce n'est pas même dans la façon dont on éduque les gens dans les maisons qui font que finalement, ils ont du mal à être démocrates? Il revient toujours sur la table le fait de voir ce qui se passe au niveau des familles et ce que l'on remarque au niveau du champ politique. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que le champ politique est à l'intérieur de la société et avec ses propres règles de fonctionnement qui peuvent être des règles qui peuvent être différentes des règles qui régissent la société. Et cela ne devrait pas se passer ainsi, puisque c'est la société qui doit normer les valeurs qui doivent irriguer l'ensemble des autres champs, comme le champ politique, le champ économique, etc. Mais ce que l'on remarque, c'est que c'est ce déphasage-là entre l'éducation que l'on reçoit en famille et le comportement que l'on a dans le champ politique, c'est déjà motivé par les influences que la société a sur l'individu. Des influences qui font que oui, vous avez acquis cela par la force de travail de vos parents, etc. Ça aussi, c'est un discours qui ressort de la société, pas du champ politique, et qui tend à légitimer cette cooptation des ressources de l'État. Mais ce qu'il faudrait interroger en profondeur, c'est la forteresse qui doit animer les institutions que l'on a. Il ne faut jamais faire confiance en un individu. Si les règles qui circonscrivent les institutions sont assez fortes pour surplomber tout individu qui aura la charge, et même c'est un privilège de diriger ces institutions-là, serait dans un cadre normé qui ne lui permette pas d'user de ces ressources-là. D'autant plus qu'il y a des mécanismes de sanctions qui existent à chaque fois, mais qui ne sont pas appliqués. Ça, il suffit juste de la volonté. Et cette question-là, à mon avis, il faudrait le poser à celui qui préside à nos destinées, c'est le président de la République. On a vu qu'il avait un discours qui était rassembleur et un discours dont on avait besoin, et il était dans l'opposition pour une certaines ruptures par rapport à la manière de faire que lui-même il avait vécu dans le régime qu'il a balayé, mais qu'une fois au pouvoir,
quelque chose d'autre s'est passé. Il faut leur poser à eux la question pour voir qu'est-ce qui se passe en réalité. Oui, parce qu'on Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est une question de volonté. Si on veut faire changer les choses dès demain matin, c'est possible. Le pays est quand même organisé avec des textes, des institutions, cours et tribunaux, gendarmerie, police, etc., etc. Tout est encadré ou presque tout. Il n'y a pas d'espace de non-droit en réalité au Sénégal. Mais justement, la question qu'on se pose, pourquoi on n'arrive pas à appliquer ces règles? Ceux qui sont censés les appliquer ne les appliquent pas. Dans d'autres pays, comme aux États-Unis, on parle d'institutions fortes. Mais les hommes forts aussi sont dans les institutions fortes aussi. Institutions fortes dans le sens où les institutions s'émancipent des individus. Or, ici, ce sont les individus eux-mêmes qui animent ces institutions-là d'une manière à avoir une certaine emprise. Et c'est un argument qu'on va à chaque fois évoquer et sur lequel on devrait passer, c'est l'hyperprésidentialisme qui conjugue tous ces éléments-là et qui fait qu'il y a des effets pervers au niveau de ces institutions-là, il y a des aspects nocifs même qui se produisent au sein de la société. Ce qu'il faut, c'est décongestionner ce pouvoir-là à partir d'un certain équilibre que l'on peine à atteindre, mais que d'autres pays ont réussi. Et encore une fois, je reviens à la notion de volonté. Il suffit de le vouloir pour le pouvoir. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui le docteur Serigne Momar Sarr, qui est sociologue, politiste, enseignant-chercheur à l'université Assane Seck de Ziguinchor, et Pape Sadio Thiam, qui est journaliste, chercheur, enseignant aussi à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Pape Sadio Thiam, le deuxième point de notre débat, on a vu ces derniers jours votre sortie pour dénoncer les tentatives de réécriture de l'histoire sur le cas de Gorée. Qu'il y a des gens des suppôts qui sont en train de vouloir changer l'histoire en excluant Gorée d'être un secteur important dans l'esclavage. Je pense que ce débat-là a été posé cette semaine et dans un de mes posts, j'ai dénoncé cette tentative ou bien cette attitude des Sénégalais aujourd'hui à être aujourd'hui des suppôts, des négationnistes. C'est-à-dire ceux qui tentent de greffer des monstruosités sur notre propre histoire. Dire que Gorée n'a jamais été la maison des esclaves, comme on le dit, je vais me répéter, n'a jamais été une esclaverie, que c'était une maison de passage. Après presque 300 ans de colonialisme, presque 1 millier d'années d'esclavagisme, il est extrêmement révoltant aujourd'hui que des révisionnistes reviennent encore pour nous imposer leur propre vie, leur propre conception de notre histoire, mais également comment notre société doit marcher. Et ce qui est révoltant, c'est que ce sont des Sénégalais, des gens comme vous et moi, qui reprennent ces thèses-là. C'est ce qui est révoltant. Nous avons un patrimoine mémoriel, un patrimoine historique à sauvegarder. Et cela montre aujourd'hui qu'il y a une petite défaillance, une sorte de défaillance de nos autorités, notamment ceux qui sont chargés de gérer le ministère de la Culture. Parce que nous avons une vision restrictive de la culture. On se limite dans notre pays aujourd'hui à considérer que la culture, c'est de distribuer chaque année des aides aux artistes, d'organiser des festivals de gauche à droite. Ça montre que nous avons une perception, une vision restrictive de la culture. La culture, au fait, c'est une manière de vivre. C'est celle de produire la vie au double sens biologique et économique. C'est ça la vision la mieux partagée dans le domaine de la culture. Mais dans notre pays, c'est gérer les festivals, alors qu'il y a un patrimoine mémoriel à préserver. Gorée est un patrimoine universel, un patrimoine déclaré à l'UNESCO. Donc je ne vois pas pourquoi des gens, des révisionnistes, allez-y en France. Est-ce que dans le monde, vous verrez des gens nier les persécutions que le peuple juif a vécues? Vous ne le verrez pas. C'est une histoire qui est bétonnée. Ceux qui tentent aujourd'hui de nier les persécutions que le peuple juif a vécues seront jugés et condamnés. Mais aujourd'hui, il est clair qu'aujourd'hui en France, nier les persécutions que le peuple juif a vécues, aujourd'hui, ceux qui sont tentés de le faire, aujourd'hui sont taxés d'antisémitisme. Donc moi je pense que nous avons un devoir, et c'est là où j'interpelle les intellectuels sénégalais particulièrement, de défendre notre patrimoine historique, mais également notre patrimoine mémoriel. Et je pense que le récent débat, ce qui a tourné autour de l'île de Gorée, a montré que nous avons défailli sur ce plan-là. L'histoire générale du Sénégal qui a été écrite récemment a montré également un autre déphasage. Lorsqu'il s'est agi de l'histoire des familles religieuses,
les croisés des familles religieuses ont sauté sur l'occasion pour régler des comptes avec le comité chargé d'écrire l'histoire du Sénégal. Mais aujourd'hui, c'est un pan de notre patrimoine mémoriel qui est souillé, mais personne ne réagit. Les gens sont allés écrire leur propre histoire en publiant des ouvrages, mais quand notre patrimoine mémoriel est souillé, on ne réagit pas, et c'est inquiétant à ce niveau-là. Est-ce que justement ces questions-là, c'est des questions très importantes qui situent la mentalité d'une société, de son imaginaire, que des Sénégalais eux-mêmes acceptent que certains révisionnistes viennent revoir l'histoire de Gorée en niant la qualité que Gorée était quand même un lieu d'esclavage? Oui, là aussi, c'est des éléments sur lesquels on revient sans cesse quand on parle déjà de Cheikh Anta Diop qui fustigé que pourquoi la vérité sonne toujours blanche. Parce qu'il faut qu'une autre personne écrive je ne sais pas quoi pour qu'on se mette à dire que donc Gorée n'était pas acquis. Ce n'est pas sérieux. J'ai lu le papier de mon co-débatteur Pape Sadio Thiam que je trouve extrêmement intéressant. Et l'aspect qui mérite d'être retenu, c'est cette dimension mémorielle de Gorée. Depuis qu'elle a été érigée en 1972, si je ne m'abuse, avec l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité, et les visites successives que cela a connues, et des visites vraiment très retentissantes, avec Pape Jean-Paul II, Clinton, Bush, Obama même, François Hollande. Et un lieu qui fait que même la diaspora qui est hors des territoires africains se reconnaissent à partir de Gorée. Ça devrait être un extrême privilège pour le Sénégal que de sauvegarder cette mémoire-là, et cette mémoire-là qui est une valeur universelle, qui ne devrait même pas être revendiquée par les afro-descendants, mais par toute personne imbue d'humanisme et qui fait part de son désir d'habiter le monde. Le premier problème avec Gorée, et parce que c'est cette expérience-là qui le fait ressurgir, c'est quand on a osé, vous m'excuserez des termes, édifier là-bas une place de l'Europe. C'est une offense, c'est une insulte. Et c'est passé. Ensuite, on est revenu pour baptiser place de la dignité ou je ne sais pas, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que comment on a fait pour laisser faire. Et puis ensuite, comment certains peuvent se permettre, parce que ce sont des concitoyens, à railler même cette histoire-là, parce que c'est une forme de raillerie que de dire que Gorée n'a pas abrité cela. On est d'accord du fait que il y a d'autres territoires comme le golfe de Guinée ou bien au niveau du Bénin, au niveau de Luanda et au niveau même de la Gold Coast où il y a eu plus de dynamique au niveau des départs des esclaves, notamment au niveau du XVIIe siècle, alors que Gorée c'est un peu plus tard quand même au XVIIIe siècle. Mais cela n'empêche pas que Gorée a été, en tout cas pour ce qui est de l'histoire, un pan extrêmement important que l'on doit sauvegarder. Et cette sauvegarde-là, c'est ce que Pape Sadio fustige au fait qu'il n'y a pas une politique culturelle en réalité, si ce n'est de la danse ou de la musique qui est organisée. Mais cela fait qu'on ne se connaît pas nous-mêmes et on ne sait pas la valeur que l'on porte en notre. Justement, ces batailles qui sont menées aujourd'hui sur le plan culturel, compte tenu de la marche du monde aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait davantage qu'on travaille sur une vision culturelle du pays? Mais bien sûr, il faut une vision à tout point de vue sur tous les aspects, et notamment culturelle. Pourquoi une vision culturelle? Parce que c'est ce qui fait que l'homme est fondamentalement un être qui est ancré, qui se connaît d'abord, et qui peut faire face au monde, qui peut dialoguer et qui peut faire œuvre d'altérité. C'est d'autant plus important que tous les autres aspects qui vont en découler, économique, politique et même géopolitique, seront édifiés à partir d'une base mémorielle, à partir d'une mémoire qui est collective et qui est partagée et qui fait que ce peuple-là, qui en est le dépositaire, soit fier de lui-même et qui pourra lui permettre de conquérir le monde, pas dans le sens de conquérir en balayant les autres, mais conquérir dans le sens d'amener quelque chose dans ce système de partage et d'échange avec les autres. Et c'est là où nous avons failli, compte tenu de tout l'héritage dont regorge le Sénégal, même au niveau de l'Interland, à travers les territoires et les royaumes que l'on a connus. On n'a rien fait pour revivifier cette expérience-là, cet héritage-là, ce legs-là, pour en tout cas être en face du monde et pouvoir conquérir des parts de marché. Est-ce que le Sénégal n'est pas rattrapé par le fait que notre histoire a été écrite par d'autres gens qui nous racontent notre propre histoire? Alors nous avons quand même des histoires intéressantes à écrire. Nos héros sont nos héros, quels que soient leurs défauts aussi. Oui, c'est vrai que notre histoire a été écrite par d'autres, mais quand même nous avons une histoire qui ressort aujourd'hui à travers la tradition orale.
qui nous permet aujourd'hui d'avoir une perspective historique, qui nous permet d'avoir une perspective économique, mais également une perspective politique sur notre histoire, sur notre vécu, mais également sur comment le Sénégal a été dirigé à travers les royaumes, à travers les provinces, à travers des hommes comme Lat Dior, comme Mamba Diakhou et autres. Donc nous avons notre propre histoire. Moi je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est de repositionner la question de notre patrimoine mémoriel pour que cette question-là soit au cœur ou bien dans la perspective des enjeux ou bien des discussions que nous menons. Il y a aujourd'hui l'émergence d'une nouvelle conscience citoyenne. C'est indéniable. Les Sénégalais sont devenus de plus en plus avertis, lisent de plus en plus, sont mieux informés. Mais cette nouvelle conscience citoyenne doit être accompagnée aujourd'hui par un travail de nos gouvernants sur la nécessité aujourd'hui de repositionner. Réapproprier. De se les approprier. La nouvelle génération là, qui est sur les réseaux sociaux ne sait pas l'enjeu stratégique que représente Gorée du point de vue de l'histoire, de l'humanité, du point de vue de la traite négrière, mais également du point de vue de la colonisation. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire et ce travail-là consistera à repositionner notre patrimoine mémoriel, mais également arriver aujourd'hui à convaincre, il ne s'agit pas de les convaincre, mais également que les intellectuels sénégalais, que les chercheurs aujourd'hui sachent se départir de cette forme de conformisme-là qui fait que ces questions principales-là, ces questions-là ne les intéressent presque pas. Il est très rare, lorsque cette question de Gorée a été agitée, mais il n'y a pas un seul intellectuel sénégalais qui s'est levé pour dire basta. Il y en a presque en dehors de comment il l'appelle encore, en dehors de, j'ai oublié son nom, on n'a pas vu des intellectuels sénégalais aujourd'hui se lever et c'est inquiétant à ce niveau de développement de notre pays. Le dernier point de notre débat, c'est ces attaques qu'on a vues de plus en plus à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Gora Khouma, le secrétaire général des transporteurs routiers, dénonçait la fois dernière, c'est la 9e attaque que subissent au premier village malien, en allant au Mali, en quittant le Sénégal à la frontière, les chauffeurs des Sénégalais ou bien même des gens qui quittaient le Mali. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de banalisation de ce qui se passe alors que c'est des questions très sérieuses avec les djihadistes qui sont à la frontière? Banalisation, je ne crois pas, parce que l'armée quand même, les forces de défense et de sécurité de manière générale prennent très au sérieux la question, notamment ces derniers mois même, ou bien ces dernières années, où il y a une certaine dynamique de protection de toute cette zone-là, à partir de Kédougou, Tamba, jusqu'au niveau de la frontière. L'armée a mis en place dernièrement le 34e bataillon d'infanterie, je pense à Kédougou, si je ne m'abuse, et la 11e compagnie des fusiliers voltigeurs à Kidira ou à Goudiri, si mes informations sont bonnes. Je pense à Goudiri. Et récemment aussi, au mois de décembre, il y a eu une sorte de manœuvre qui a réuni l'ensemble des forces de défense et de sécurité, autant de l'armée, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, au niveau de la frontière et qui a été appelée Falémé 2020. Donc cela prouve que l'armée prend très au sérieux cette question-là de sécurité au niveau de la frontière sénégalo-malienne. Et aussi au fait qu'il y a une certaine dynamique au niveau de la population qui fait qu'il y a des formes de systèmes d'alerte précoce et qui sont aussi encouragées par la mise en place du GARSI au niveau de cette zone-là. Il n'y a pas une banalisation. L'armée est très au fait de ces enjeux-là et je pense qu'il y a un renseignement fort qui découle de cette zone-là et qui permet d'anticiper un peu ces choses-là. Maintenant, c'est Gora Khouma du syndicat des transporteurs. Bon, ça peut être l'œuvre de certains bandits qui ne soient pas aussi liés à des terroristes, comme on en a vu aussi au niveau de la zone de la Casamance, qui soient des bandits et qui ne soient pas totalement affiliés à un certain groupe. Ça aussi c'est un fait. Mais tout ce que je peux dire sur cette question-là, c'est que c'est très bien traité par l'État du Sénégal et par ses forces de défense et de sécurité. On est en système d'alerte très avancé
Et pour cela, on peut dormir tranquille quand même. La frontière aujourd'hui, les inquiétudes, les attaques un peu partout, parce qu'on a vu que les djihadistes là ont évolué de bel de temps en temps, ils vont en Côte d'Ivoire, ils font des coups, ils reviennent. Et la frontière, c'est le village de Kochari, c'est le premier village en entrant au Mali. Et nous avons des frontières extrêmement poreuses. Voilà. Extrêmement poreuses. Moi, je pense que j'ai été un peu inquiet lorsque j'ai entendu que il y a de petits grabuges au niveau de la frontière. Et lorsque j'ai entendu Goro me parler aborder cette histoire-là, je me suis dit que voilà le moment de sonner le tocsin et également de poser ces questions d'ordre sécuritaire et stratégique au cœur de notre débat national. M. Sarr l'a dit tout à l'heure, l'État du Sénégal prend très au sérieux ces questions-là, qui sont des questions d'ordre géostratégique et sécuritaire. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'au niveau national, dans les débats que nous menons, ces questions ne sont pas à l'ordre du jour. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas aujourd'hui très bien perçu le contexte géopolitique dans lequel nous vivons. Malheureusement, nous sommes à la croisée de pays de la sous-région qui sont tous des poudrières. Le Mali aujourd'hui est dans une situation extrêmement difficile qui ne peut pas épargner le Sénégal. Donc moi je pense qu'il y a lieu aujourd'hui, au-delà des mécanismes de prévention, des mécanismes d'alerte qui sont mis en place, de sensibiliser aujourd'hui les peuples. Parce qu'en réalité, comme l'a dit tout à l'heure M. Sarr, ce sont des bandits qui pénètrent les frontières, font des exactions sur les populations et ressortent et rentrent aujourd'hui encore au Mali. La question s'est posée au Niger, ça s'est posé au Nigeria avec Boko Haram. J'estime qu'il y a aujourd'hui une nécessité d'informer les populations, mais également informer sur les enjeux géopolitiques et stratégiques de ces questions. Parce qu'aujourd'hui, le Mali, tel qu'il est configuré, le Burkina Faso, tel qu'il est configuré, ne nous laisse aucune chance. Donc, ce n'est pas parce que la case du voisin brûle que nécessairement que nous sommes en sécurité. Il y a des questions géostratégiques à poser, mais également à sensibiliser les citoyens sur ces questions-là pour qu'on puisse vraiment les saisir et en faire un sujet d'enjeu national. Est-ce qu'au-delà de la réponse militaire, il faudrait aussi investir dans ces régions pour permettre à la jeunesse qui l'a désœuvrée de ne pas tomber très rapidement dans des discours lénifiants avec des gens qui ont des moyens? Parce que ceux qui font mettre ces genres de bataille, ils ont aussi les moyens de dire à la jeunesse, voilà, vous avez été laissé en rade par votre pays, il n'y a rien ici, on a les moyens de vous donner les moyens de travailler, les motos Jakarta entre autres qui sont des activités où que prennent les jeunes pour s'en sortir. Mais bien entendu, et c'est là où c'est extrêmement important d'apprendre des autres zones qui connaissent le même phénomène, notamment au Nigeria, où on a vu que Boko Haram a beaucoup proliféré par l'appui qu'il a pu apporter à ces jeunes-là qui sont déshérités. Et ces jeunes-là qui sont victimes des défaillances institutionnelles. Vous prenez le cas du Sénégal, c'est pareil. Qu'est-ce que font les jeunes par rapport à leur démographie? Qu'est-ce que l'État fait même pour eux en termes d'éducation, en termes de formation? C'est là où le bas blesse. Et il faudra bien former cette jeunesse-là et puis les garantir des emplois. C'est tout à fait possible pour le cas du Sénégal, pour peu qu'on ait d'industrialisation et qu'on ne pense pas toujours que l'université soit une porte de sortie. Mais si on ne le fait pas, comme l'a dit M. Thiam, mais c'est nous tous qui périssons. Et on oublie trop souvent que le Mali est notre premier partenaire économique. On a tout intérêt que les choses se passent bien au Mali, et d'autant plus qu'il y a des liens extrêmement importants du point de vue historique qui nous lient au Mali, et donc qui fait qu'on doit veiller à cela. Éviter que le syndrome qui se déroule de l'autre côté ne parvienne à nos frontières, même si ça frappe à la porte. Il faut déjà être alerte. Mais il y a un autre aspect aussi que M. Thiam a relevé qui est extrêmement important sur ces questions géopolitiques, c'est le niveau d'information que les citoyens devraient avoir. Et même les chercheurs que nous sommes devront avoir au niveau... Tout ce qui touche à l'armée est tenu secret, la grande muette, etc., il y a des choses qui se font, mais je pense que l'armée aussi gagnerait. Je pense qu'ils le font, mais il faudrait le faire plus souvent, à s'entretenir avec certaines personnes, partager certaines informations qui pourraient les permettre de densifier leur analyse, parce qu'il y a des éléments qui peuvent leur échapper. S'ils sont dans le domaine purement sécuritaire, il y a des dynamiques de mobilité que l'on peut interroger, et par rapport à certaines dynamiques aussi de peuplement qui font que certaines communautés peuvent être en mal avec d'autres par rapport à ceci ou cela,
Et ça, c'est des éléments qui ressortent de l'anthropologie ou bien de la géographie qui puissent bonifier cela. Et au-delà de cela, c'est le système d'information publique qui a une défaillance parce que l'État est tenu en otage par le gouvernement. Or, l'État est là pour nous tous. Je pense qu'on devrait tous être impliqués, mais pour peu qu'on accède à ces données-là, à ces informations publiques-là, pour pouvoir les traiter. Autant pour les besoins de la recherche, mais aussi pour ce qui doit motiver notre quotidien et le maintenir dans une certaine dynamique. Est-ce que la solution, c'est d'investir davantage aux frontières de ces zones qui sont touchées, où les jeunes sont désœuvrés, et ensuite avoir une réponse citoyenne pour que les citoyens eux-mêmes puissent comprendre les enjeux? Moi, je pense que c'est beaucoup plus une réponse citoyenne. Une réponse citoyenne qui axerait aujourd'hui la méthodologie, investir chez les populations, informer les jeunes, parce que leur méthode, elle est répandue, elle est connue. Hein. Au Nigeria, ce sont des jeunes qui sont formés à travers le djihadisme, le wahhabisme. Je pense que, comme l'a dit M. Cha tout à l'heure, dans un contexte de marasme économique, dans un contexte de chômage généralisé, il faudrait aujourd'hui que l'État travaille aujourd'hui à encadrer cette jeunesse qui est en proie aujourd'hui à beaucoup de menaces. Et ces menaces aujourd'hui sont d'ordre sécuritaire, d'ordre géopolitique également et d'ordre géostratégique. Il va falloir, au-delà du professionnalisme de notre armée, descendre à la base, informer les jeunes, informer également les populations sur les dangers que nous courons. Nous sommes dans un cercle de feu avec le Mali, le Burkina Faso. Presque tous les pays de la sous-région sont en proie à des guerres. Et c'est généralement des guerres larvées. Nous avons vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est presque des centaines de morts. Ce sont des djihadistes qui frappent 2 ou 3 personnes qui entrent dans un village, frappent et se replient. Et ce repli stratégique-là fait qu'il n'y a pas vraiment de visibilité. On ne sait pas qui a frappé. On ne sait pas également si ce sont des bandes organisées ou bien ce sont des groupes djihadistes purement et simplement. Je pense qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, il faudrait descendre à la base, travailler avec les populations. Expliquer aux populations ce qui se passe réellement, échanger avec elles sur les enjeux. Au niveau de la frontière, nous avons des frontières extrêmement poreuses. Nous ne parvenons pas à contrôler nos frontières, malgré le professionnalisme de nos armées, malgré la rapidité de nos services de renseignement. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et Momar parlait tout à l'heure de la rétention de l'information, oui, l'accès à l'information. Il a parfaitement raison, parce que tout ce qui tourne autour de leur armée, c'est comme une sorte de vase sacré. C'est une sorte de vase sacré. On n'en parle même pas. C'est tenu au secret. On est arrivé à un moment où nous sommes dans le cadre mondialisé. Toutes les questions doivent être traitées au niveau national. On ne peut pas aujourd'hui se dire que bon, c'est l'armée, c'est des questions d'ordre stratégique et géopolitique, donc il ne faudrait pas en parler. Non. Mais et bizarrement, Momar, les partis politiques, on n'entend jamais les partis politiques aborder ces questions sécuritaires de la sous-région, qu'ils soient de pouvoir d'opposition. Rarement dans les débats, on les entend se prononcer sur ces questions, qui est consensus national autour de ces questions qui sont très importantes. Mais parce que le débat au Sénégal tourne autour de la politique. Et je parlais d'infirmité de notre démocratie, on est toujours sur des processus électoraux. Or, il y a une dimension de la démocratie qui est extrêmement importante. Et là, il y a la responsabilité des médias aussi. Oui, des médias qui n'abordent pas ces questions-là avec eux. Mais la dimension substantialiste de la démocratie qui interroge le vécu et le bien-être des populations. Vous prenez cette zone-là qui est exposée au niveau de la frontière Kédougou, Kidira. Mais qu'est-ce qui se passe à Kédougou? Les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont? C'est une région qui a toujours été marginalisée. Et qui a de l'or, hein? Et qui a justement, c'est là où j'allais en venir, qui a de l'or, une exploitation aurifère, mais qui ne profite pas aux collectivités. Ce qui se développe en parallèle, ce sont les djura, les systèmes traditionnels d'exploitation aurifère là. Et avec le risque de criminalité, risque de prostitution. Là aussi, on parle de porosité de la frontière en matière sécuritaire, mais on ne parle pas de porosité de la frontière en termes de prostitution, de criminalisation, de consommation de drogue, d'alcool, etc., etc. Mais c'est extrêmement répandu au niveau de ces zones aurifères-là, que j'ai eu la chance de voir. Donc là, l'État devrait mener une politique adéquate au niveau de la jeunesse et surtout au niveau de ces zones-là pour qu'il y ait un partage équitable au niveau des ressources. Puisque ce sont des éléments qui sont de nature à entretenir une certaine haine, une certaine révolte de la part de ces jeunes-là. Pourquoi? En dépit de toutes les ressources qu'il y a au niveau de cette région-là, des régions qui ont été habitées par
leurs ancêtres, eux, ils ne parviennent pas à s'en sortir. Et donc, le glissement est facile pour partir de l'autre côté. Et vous posiez tantôt la question de la responsabilité des médias aussi dans ces débats. Oui, Parce qu'ici au Sénégal, c'est le tout puissance de la politique. C'est les Koukandé. Dans les médias, on ne parle que de politique. Des Koukandé et des Koukandé autres. Et des Koukandé et les autres. Oui, tantôt c'est Koukandé, tantôt c'est... Donc moi je pense qu'il y a la responsabilité quand même des médias. Assumer, de poser ces questions, des problématiques qui sont importantes. En tant qu'instrument de formatage de l'opinion, c'est peut-être prétentieux de dire, mais quand même les médias sont des instruments de formatage de l'opinion. Donc c'est les médias qui ont la responsabilité de poser les véritables débats, mais également d'en faire ressortir les véritables enjeux. Mais dans notre pays, ce qu'on a constaté, au-delà, en dehors de la politique, il y a combien d'émissions politiques au Sénégal? Je me suis amusé un jour à regarder la grille des programmes des radios et des télévisions, mais on se rend compte que près de 60% des émissions, c'est des émissions à caractère politique. C'est scandaleux. Pour un pays en voie de développement qui doit se chercher, qui doit se développer, la politique, les questions d'ordre géostratégique ne sont pas au cœur de nos préoccupations. Ce qui prime ici au Sénégal, c'est la politique politicienne et c'est dommage. Et les médias que nous sommes ont le devoir de revoir leur guide de programme pour plus d'émissions. Il faudrait que l'émission revienne là. Comment votre émission? Oui, il va revenir, il n'y a pas de souci. Il va revenir pour poser les vrais débats parce que le pays en a besoin. Les enjeux, comme vous le dites, sont extrêmement importants. Merci à mes invités, Serigne Momar Sarr, qui est enseignant-chercheur, politiste, sociologue à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Merci aussi à Pape Sadio Thiam, qui est journaliste, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci à Biran Cissé qui a assuré la technique. Je souhaite une excellente fête à tous nos parents chrétiens, la fête d'Assomption. Que la grâce du Seigneur se réverse sur vous. Merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps. Bon dimanche à tous. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première radio-vision du Sénégal.